Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter ici le profit warning de EuroAPI. Donc, nous avons un moins 57% en une journée, presque 60% ici, et ça fait mal. D'accord. C'est pour ceux qui ont du EuroAPI ici aujourd'hui, c'est sûr que ça fait mal. La pilule est un peu difficile à avaler. OK. Mais ce 60%, il provient d'où? Parce qu'il faut faire la différence ici entre le prix et la valeur. Donc déjà, on va se calmer. OK. On va déjà voir quelle est l'information qu'on a ici aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut l'analyser et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en date d'aujourd'hui. OK. Vous savez que EuroAPI, on en a parlé plusieurs fois. D'accord. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle a une variation de plus de 10% en une journée. D'accord. À la baisse surtout. So, on va y revenir. Donc, on va revenir sur les vidéos qu'on a mentionnées précédemment ici. Et on va d'abord terminer celle-ci. Donc, à savoir, on va d'abord commenter cet article-ci. Donc, l'article, en fait, c'est un bon résumé de ce que vous pouvez retrouver dans le communiqué de presse. OK. Donc, j'ai lu le communiqué de presse et je pense que l'article également ici a de bonnes choses. Enfin, il résume parfaitement ici ce communiqué de presse-là. Mais attention, l'article sera accompagné d'un conférence call aux environs ici de midi. Je ne sais pas à quelle heure, je pense qu'on a 6 heures de décalage ici avec la France, donc dans très peu de temps par là. Donc sans doute ici, sur le conférence call, on aura plus d'informations. Et si vous êtes actionnaire de EuroAPI ou bien si vous avez l'intention d'acheter les actions de cette compagnie-ci, écoutez le conférence call, d'accord. Ensuite, allez-y lire le DEU 2022, d'accord. Et essayez de regarder comment est-ce que se comportent les concurrents. Et je pense qu'elle vous a mentionné ici, il y avait une longue liste de concurrents tantôt, dont la compagnie qu'on appelle Siegfried Holding, je pense bien. On l'avait analysé, enfin, on n'a pas analysé Siegfried, mais on a plutôt, au Rapi, on avait parlé, donc on a essayé de regarder les résultats de cette compagnie-là. C'est celle qui se rapproche plus ici des résultats de Euroapi. Et elle est un peu plus diversifiée que ça. OK? So, dans le DEU 2022, vous allez retrouver ici la partie concernant les risques, une partie que j'aime bien, mais également une description générale ici de l'industrie dans laquelle exerce EuroAPI en date d'aujourd'hui. D'accord. L'état actuel ainsi que les perspectives d'avenir. Ils ont mentionné ici que c'est une industrie qui est très fragmentée. OK. Et c'est également une industrie où la compétition est rude, surtout au niveau des prix. Une augmentation des coûts une augmentation de la production ici peut entraîner une baisse des prix. OK. Et une guerre des prix ici peut avoir un effet négatif sur les marges. OK. Donc, on voit déjà ici que c'est difficile, enfin, pas que c'est difficile, techniquement, pour avoir un avantage concurrentiel dans ce business-ci, il faut être très gros, dégager des économies d'échelle, avoir des coûts de production très, très bas. OK. Et là, déjà, juste en disant ça, je sais déjà que s'il y a les multiples de valorisation vont avoir tendance à être très bas. OK. Vous avez également vu que c'est une compagnie qui n'a pas un grand historique. On l'a toujours mentionné ici que faites attention. L'entreprise est nouvellement cotée. Ça ne veut pas dire qu'elle existe le business n'existe pas depuis longtemps. C'est juste qu'on n'a pas assez de data, de data provenant de cette compagnie-là, autre que ce que Sanofi nous a présenté lors de l'introduction en bourse de ce segment. OK. Et très souvent, pourquoi est-ce que Sanofi a pris la décision de faire coter EuroAPI? Vous devez également voir que dans EuroAPI, Sanofi reste un gros client, plus de 40%. Ça veut dire qu'on dépend énormément d'une personne, d'un seul client, et ce qui veut dire qu'il a un pouvoir de négociation énorme. OK. Ça également, c'est un risque. Et comme je l'ai souvent mentionné ici, regardez les éléments quantitatifs, c'est très très bien. La lecture des rapports financiers libère. Il faut savoir lire les rapports financiers, savoir poser les bonnes questions. C'est très important. Celui qui va très souvent, la plupart du temps, enfin dans ce genre de situation-ci, c'est parfois des choses, voilà, si on mentionne quelque chose aussi aujourd'hui, vous allez souvent parfois regarder dans les rapports financiers que c'est déjà mentionné précédemment. Ça a déjà été dit il y a plusieurs mois, sauf que l'information, vous l'avez peut-être manqué. Donc, par exemple, le fait que dans ce business-ci, ce soit un business essentiellement, la compétition ici étant basée sur les prix, on sait déjà que les multiples, il faut faire attention aux multiples de valorisation. OK, donc il faut être très prudent au niveau de la valorisation. Également, c'est un business qui n'est pas facile à prévoir.
D'accord? Et on a pris l'exemple ici de Siegfried, qui fait à peu près la même chose ici, qui est un segment d'activité qui représente à peu près 60% de son chiffre d'affaires, qui fait à peu, dont c'est les small molécules. C'est à peu près la même activité ici que Euroapi. Euroapi, les small molécules représentent plus de 90% ici du chiffre d'affaires. Donc, on peut se dire que ces entreprises sont à peu près similaires. Vous allez remarquer que cette compagnie-là, l'estimation des analystes n'est pas toujours juste. La marge d'erreur est supérieure à 20%. Ce qui veut dire que ce n'est pas un business facilement prévisible. Et quand c'est le cas, il faut toujours aller avec des pincettes, payer des multiples qui devraient refléter ce risque-là. OK? Donc, je vais lire l'article ici. Je vais le commenter, même quand je dis je vais le lire. Alors, nouvelle déception à l'occasion de cette saison de publication. Après le plongeon quasi historique de 38% en une journée d'Alstom en fin de semaine dernière, c'est au tour d'Euroapi de chuter. L'action du numéro 1 mondial de la production de principes actifs chimiques pour les médicaments et les premiers fabricants premier fabricant mondial de codéine, de codéine, de morphine et de prostaglandine a été réservé à la baisse en ouverture et plonge maintenant de 57%, tout juste au-dessus des 5 euros. Alors, on va d'abord s'arrêter là. Numéro 1 mondial, ça ne veut rien dire. D'accord? Si vos arguments en termes d'investissement ici, enfin, vos thèses d'investissement se basent sur le fait qu'une entreprise est numéro 1 mondial de X ou Y, ça ne veut strictement rien dire du tout. Si vous êtes numéro 1 mondial, ça doit se voir dans les chiffres. D'accord? Sur les marges. D'accord? Alstom est numéro 1 mondial de quelque chose, n'est-ce pas? Là, voilà. Air France doit être numéro 1 ou bien parmi les 5 premiers mondiaux donc, sur quelque chose, n'est-ce pas? Ça se voit? Non. Donc, en fait, ça ne veut strictement rien dire du tout. Si vous êtes numéro 1 mondial, c'est une information comme une autre, mais maintenant, show me the money. D'accord? Les marges. Les marges et les marges. OK? So, si votre place de numéro 1 mondial ici vous sert juste à vous bomber le torse, ça ne sert strictement, ça ne nous sert à rien en tant qu'investisseur. D'accord? Si vous êtes numéro 1 mondial, qu'est-ce que vous faites de numéro 1 mondial par rapport à quoi? Au chiffre d'affaires? Aux marges? Parce que tout le monde peut être numéro 1 mondial par rapport à quelque chose. Hein. Quelqu'un va vous dire qu'il est numéro 1 mondial par rapport ici au nombre d'employés. D'accord? Ça peut exister. Donc, c'est une information qui n'est pas complète. D'accord? Donc, ne vous basez pas ici, une hypothèse d'investissement ne doit pas se baser sur le fait qu'une entreprise soit numéro 1 mondial de X ou Y. Si vous êtes numéro 1 mondial, ok, mais de quoi? D'accord? Les marges sont de combien vu que vous êtes numéro 1 mondial? Le second a des marges de combien, etc., etc. Ok? Donc, numéro 1 mondial, c'est bien, mais maintenant au niveau des marges, si vous êtes numéro 1 mondial, vous devez avoir, c'est vous qui devez donner le ton. Oui ou non? Numéro 1 mondial, c'est le leader, n'est-ce pas? Donc, en termes de marge, on devrait avoir quelque chose qui va dans ce sens-là. D'accord? Donc, si les autres s'il y a quelqu'un dans le même secteur, sur le même secteur d'activité qui fait mieux que nous au niveau des marges, posons-nous les bonnes questions. OK? Et comme je l'ai dit également, ici, c'est un business où les coûts de production sont très importants. D'accord? Ils doivent même être très, très bas. C'est peut-être la raison pour laquelle vous allez souvent retrouver ici les usines de fabrication dans des régions où le salaire est très peu élevé. OK? So, il faut dire que la pilule est dure à avaler pour les investisseurs. Si les objectifs annuels sont abaissés tant en matière de chiffre d'affaires que de marge, plus question non plus de confirmer les perspectives de plus long terme. Et ça fait mal. On abaisse l'objectif annuel, d'accord? Non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais également en termes de marge, mais également les perspectives à long terme sont réduites, ne sont même plus d'actualité. Et comme perspective à long terme, c'est un business qui avait du 18% en termes de EBITDA, etc. Et déjà, quand une entreprise parle trop d'EBITDA, je n'aime pas ça. Il faut toujours prendre. Non, on veut parler de free cash flow. OK? Donc, le langage également est important. Et vous allez voir ici que techniquement, si on doit uniquement avoir les EBITDA moyens ici aux alentours de 9-10% par là, ça change complètement la donne. OK? Le résultat sera complètement différent. OK? Donc, les ventes seront moins fortes que prévu au quatrième trimestre, explique la direction d'Euroapi, et l'environnement reste marqué par de fortes pressions sur les prix. Les pressions sur les prix proviennent d'où? Donc, on a déjà une pression sur les prix ici, il faut faire attention.
D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas un si grand pricing power que ça. OK? Et également, c'est sûr que on n'a pas parfois le choix d'augmenter les prix parce que nos coûts de production augmentent. Et ici, si essentiellement ici on a des usines, etc., le coût de l'énergie également doit être pris en considération. Est-ce qu'on peut le répercuter sur le prix du produit final? Point d'interrogation. Revue stratégique. Pour faire face à ces difficultés, la société annonce avoir engagé une revue stratégique. Faites attention à ce terme. Revue stratégique peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être même parfois explorer même une vente. D'accord? Quand une entreprise vous mentionne qu'on a, on est quand une entreprise annonce ici entre parenthèses, quand vous voyez le terme revue stratégique, du coup parfois ça donne une connotation ici du fait qu'une entreprise veut parfois se faire acheter par une autre. Ok? Je ne suis pas encore dit que ça sera le cas ici. Peut-être ici on va faire des spin-offs ou je ne sais pas quoi, mais ça ne semble pas bon. Ça peut également vouloir dire restructuration. En tout cas, c'est un terme, quand je le vois, il faut poser les bonnes questions derrière. OK? Revue stratégique afin d'adapter son modèle opérationnel. Donc, maintenant, ça veut dire quoi adapter son modèle opérationnel? Donc, quand moi je vais écouter le conference call, je parle pour quelqu'un qui est actionnaire ou bien qui aimerait être actionnaire de cette compagnie-ci, je dois me poser la question de savoir, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le terme adapter son modèle opérationnel? Le précédent est comment? Qu'est-ce qu'il a de mauvais? Ok? Et pourquoi c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il faut l'adapter? Il faut l'adapter par rapport à quoi? Quel est l'élément qui a changé ici? Ok? Donc, dont elle communiquera au plus tard les conclusions le 29 février de l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, 29 février. Donc, on nous renvoie à quoi? Dans 5-6 mois, lors de la publication des résultats de l'année 2023. Et est-ce qu'on peut encore croire ce management-là? Quand un management dit quelque chose, vaut mieux qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont dit. D'accord? Quand vous abaissez déjà et vous voulez réduire à peu près les perspectives à long terme, ça veut dire déjà que vous-même, en termes de le management, ça pose déjà des questions au niveau de la compétence du management. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc moi ici, par exemple, la confiance envers ce management est déjà entamée en date d'aujourd'hui. Et ça pose également une autre question de savoir, le salaire de ces gens-là est adossé sur quoi en fait? Est-ce qu'on a des objectifs ici en termes est-ce que le pourcentage, quel est le pourcentage de salaire variable dans le salaire, sur le salaire global ici? Est-ce qu'on a un intéressement ici à maintenir des marges à un certain niveau? Est-ce qu'on a un intéressement ici par rapport au retour sur les capitaux investis? Est-ce qu'on a un intéressement ici par rapport au maintien des marges à un certain niveau? Il y a beaucoup de questions à les poser. Et donc, pour savoir à peu près si pour voir à peu près si un management ici, et je ne dirais pas s'il est compétent, parce que s'il est compétent, il faut regarder le passif, d'accord? Pour essayer de voir si les, les, son salaire ici, d'accord, est aligné avec l'intérêt global des actionnaires ici. Il faut vraiment aller voir sur quoi ce salaire-là est adossé. Si vous me dites ici que ce salaire est adossé sur le retour sur investissement des capitaux de l'ordre de 15% en moyenne, je suis content. Je sais que ce n'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à gaspiller mon cash. Si vous me dites que le salaire ici est adossé sur la croissance des revenus, sans prendre en considération le, 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 le retour sur des marges assez correctes de, sur, de ROIC ou bien de ROCE ici, ok, ça c'est inquiétant pour moi. Si vous avez des marges de free cash flow, etc., oui, on peut parler le même langage. Mais si vous me parlez d'EBITDA, ça par contre, je n'aime pas ça. Donc, il y a beaucoup de questions. Il y a également des questions à les poser au niveau de la compensation de ce management-là. OK? Quel est le driver ici? Pourquoi est-ce qu'il se lève tous les matins? OK? Il faut également poser la question de savoir la personne en question qui parle. Est-ce qu'il, par rapport au salaire qu'il a déjà obtenu, par exemple, si je gagne 1 million de dollars ici et que je n'ai même pas 100 000 dollars investis dans la compagnie que je dirige, la compagnie publique que je dirige, je dois me poser des questions ici. OK? Quoique parfois, faites attention, les transactions des insiders ici doivent être également prises avec des pincettes. Hein. Donc, ça ne veut pas dire, pas parce que le management achète que c'est forcément un bon signe, pas parce que le management vend que c'est forcément un mauvais signe. Faites attention. OK? So, je connais des entreprises extraordinaires avec des managers extraordinaires qui n'ont presque pas beaucoup d'actions, qui n'achètent même presque pas souvent. OK? Il y a également des entreprises de merde où le management passe le temps à acheter des actions parce qu'ils savent que vous allez voir ça. Oh, c'est un signe ici. Donc, c'est une information comme une autre. OK? Donc,
Plus précisément, le groupe a indiqué être pénalisé par la pression sur les prix dans sa branche API Solutions, la plus grosse branche, son cœur de métier, en raison d'une inflation plus faible et de réduction de stock chez certains clients. Le terme inflation plus faible, ça veut peut-être vouloir dire ici qu'on n'a pas eu la possibilité d'augmenter le prix comme on voulait. Donc nos coûts de production ont augmenté, mais on n'a pas pu répercuter ces prix-là au niveau ici de nos clients finaux. Et ça peut être compréhensible parce que notre plus gros client, c'est Sanofi. Est-ce que les contrats avec Sanofi sont bien ficelés? Hmm? Donc, c'est-à-dire que c'est un business qui doit à peu près être qui devrait à peu près s'orienter vers une dépendance de moins en moins élevée de Sanofi, d'accord, à long terme. Ok, sinon euh, il y aura toujours une faiblesse au niveau ici de son chiffre d'affaires, d'accord. So, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, on dit ici inflation des plus faibles, donc et réduction des stocks chez certains clients. Ce que d'autres industriels ont également observé dans cette seconde partie de l'année. Donc, quand on parle d'autres industriels, je vais d'abord aller regarder Siegfried, qu'est-ce qu'eux ils ont mentionné, surtout sur le segment des small molecules. Ok, donc c'est bien de le mentionner ici, mais il faut également voir chez les autres quelle est la raison qu'ils donnent ici. Ok, so parfois c'est comme par exemple avec Téléperformance. Concentrix, qui est un concurrent direct ici à Téléperformance, publie généralement les résultats avant Téléperformance. Et parfois, la vision de Concentrix peut être ici appliquée sur ce qu'on pourrait avoir sur Téléperformance. Ok, donc faites attention. Bon, je vous encourage encore à aller lire les rapports financiers de Concentrix qui sont sortis il y a plus de 2 semaines aujourd'hui. Ok, donc pour l'ensemble de cet exercice, EuroAPI anticipe désormais une croissance de ses facturations de 3 à 5% par rapport à 2022, au lieu d'une fourchette de 7 à 8% précédemment. Pour ce qui est de la rentabilité, il est désormais attendu sur une marge core EBITDA, donc excédent but d'exploitation, en données ajustées. Donc déjà, c'est ajusté, d'accord. Et encore, ça ne prend pas en compte. Le corps, généralement, ça ne prend pas en considération ici les éléments non récurrents, etc. Ok, il ne faut pas que le terme ici vous fasse peur. Mais quand c'est ajusté, voilà, on vous dit ici que bon, peut-être ici on a eu des frais de restructuration, on va les enlever parce que ce sont des charges non récurrentes ici, donc ça pourrait ne pas impacter le business ici précédemment. Donc si on enlève ça, on pourrait avoir des marges plus élevées. Oh, l'année prochaine, vous vous retrouvez encore avec des charges, des charges liées à la restructuration et on va encore vous ressortir la même chose. Donc faites attention déjà aux éléments non récurrents. D'accord, il faut aller voir c'est quoi ces éléments-là. Donc, en données ajustées de 9 à 11% contre 12,5 et 13,5 auparavant. Waouh, la différence est quand même énorme. D'accord, donc on est en dessous de la fourchette basse. Et notre fourchette basse ici aujourd'hui, notre fourchette haute ici aujourd'hui n'est même pas au niveau de la fourchette basse précédemment. Ok, est-ce que c'est une situation temporaire? Et comme je l'ai dit ici, il faudrait vérifier d'où est-ce que ça provient. D'accord, est-ce que c'est vraiment pas lié au prix ou bien aux coûts de production? Donc, l'accident de Budapest. Ce n'est pas la première fois que Roapi prend de court les investisseurs. Le 8 mars de cette année, le titre avait déjà chuté de 20% en une séance en réaction à des comptes 2022, sans aucune bonne surprise et surtout à une révision de ses objectifs de marge liés à un programme d'investissement plus important que prévu en vue de poursuivre sa transformation et d'optimiser ses processus. Gros terme, ça veut dire quoi? Donc, l'ambition de dégager une marge corps EBITDA avait ainsi été décalée d'un an, soit en 2026. Et quand on commence à décaler les choses, c'est pas bon. Ok, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais voilà, la thèse d'investissement ici peut se baser sur le fait qu'on ait des marges de X% en 2026 et en 2025. Et là, si vous décalez l'atteinte de ces marges-là, c'est pas bon. Ok, ça foire complètement ici la thèse d'investissement de départ. C'est pour ça que si vous voulez investir sur une compagnie, généralement, moi, je demande toujours de regarder au moins, de vous concentrer au moins sur des entreprises qui ont un historique d'au moins 10 ans. OK? Parce qu'en 10 ans, on peut à moins avoir traversé. Le business model a été testé, éprouvé dans le temps. Surtout également, si on a eu à vivre une crise entre les deux, c'est parfait. Au courant de cette période-là, c'est parfait. OK? Donc, j'aime bien 10 ans au moins. Maintenant, si je remarque qu'une entreprise a des marges plus élevées sur la dernière période, sur les 2 dernières années, je ne vais pas m'emballer rapidement. Je vais d'abord prendre les marges qu'on a eu à obtenir précédemment et essayer de vérifier si le prix actuel par rapport à ces marges-là est assez correct. Maintenant, les marges d'aujourd'hui, si elles sont plus élevées que les marges moyennes ici, c'est très bien. C'est que du bonus. Mais je sais une chose, c'est que
Si ces marges-là sont temporaires, au moins je ne surpaye pas pour ce business. D'accord? Donc, mais une entreprise qui à peine cotée, vous n'avez pas un grand historique ici, vous êtes obligé ici de vous fier à ce que le management mentionne. Or, on ne connaît même pas la capacité de le management en question, ils n'ont même pas encore prouvé quoi que ce soit dans le temps, par le passé. Donc, il faut faire attention ici. C'est pour ça, par exemple, que la compensation, voir sur quoi est adossé la compensation ici, ça peut être important. OK? Donc, on continue, donc on n'oubliera pas non plus que cette autre sanction de plus de 20% de l'action au début du mois de décembre, à la suite d'un avertissement sur les résultats de l'exercice 2022 en réaction à l'annonce de suspension temporaire de certaines activités de production sur le site de Budapest de l'entreprise en Hongrie, dont la société avait identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication relatives à la gestion de la documentation concernant les dossiers de l'eau production de certaines prostaglandines fabriquées dans une unité dédiée sur son site de Budapest. Une mesure de précaution qui a traditionnellement un impact long sur les processus de production et avant de pouvoir regagner pleinement la confiance des investisseurs. Donc, sur le plan financier, cela s'était traduit par des provisions enregistrées dans les comptes de 2022, mais aussi par un manque à gagner sur les ventes qui n'étaient plus attendues qu'à 980 millions d'euros contre 1 milliard environ 1 milliard environ auparavant. Pour une marge d'excédent de but d'exploitation ici de 12 à 13% contre 14% précédemment, elle était de 12,3% en 2021. Donc, maintenant, la marge brute est en train de diminuer. La marge EBITDA ici est en train de diminuer. Ça veut dire que les coûts d'exploitation augmentent. Si les coûts d'exploitation augmentent ici, on ne peut pas, ça peut également vouloir dire ici que on ne peut pas répercuter ici l'augmentation des coûts de production, des coûts d'exploitation au consommateur final. Et si on ne peut pas le faire ici, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est parce que nos clients finaux ici ont un plus large ont un choix, d'accord, enfin, le choix ici de faire appel à une autre entreprise est plus élevé, d'accord? Quand je dis le choix, comment est-ce que je peux le dire ici simplement? Vu que c'est une industrie fragmentée, il y a sans doute plusieurs opérateurs sur le marché. Donc, si vos prix sont plus élevés que la moyenne ici, peut-être que votre client final va vous dire ici, hey, attention, je peux avoir la même quantité à un prix moins élevé chez quelqu'un d'autre. Alors, tu me fais un prix ou bien je vais voir ailleurs. Également, il faut voir, est-ce qu'on signe des contrats ici à long terme, ok? Ou bien on attend des commandes ici trimestriellement, etc. C'est juste des ententes ici au niveau ici, voilà, ce sont des ententes ici qui n'engagent strictement à rien ici au niveau de nos clients finaux. So, faites attention. Bref, pour EuroAPI ici aujourd'hui, il faut dire une chose. Quand j'ai lu à peu près le DEU, très rapidement ici, j'ai trouvé que la première partie de ce document d'enregistrement universel-là, on vous explique à peu près le business, la taille de celui-ci, ainsi que les différents segments dans ce business-là. Et j'ai cru comprendre ici que par rapport à ce que EuroAPI faisait, c'est un marché d'une 50aine de milliards. Ok, c'est également un marché très fragmenté et un marché où la compétition est très rude, surtout dans des pays à forte population, donc comme l'Inde, la Chine, d'accord. C'est-à-dire également que c'est un business qui dépend également de... Donc, vu que le business est très fragmenté, on peut également avoir recours à beaucoup de fusions-acquisitions afin de pouvoir le réguler. Et c'est-à-dire que s'il est également fragmenté, on a une compétition sur les prix. Ça, c'est juste au niveau de la description même de l'industrie. Comment est-ce que cette industrie-là fonctionne? C'est ce que moi, j'ai pu comprendre. Également, le fait que Sanofi soit un gros client, c'est un gros problème. OK? C'est un gros problème. Également, le fait qu'elle vous ait mentionné que si un de nos clients augmente, un de nos compétiteurs augmente ses capacités de production, OK? Ça peut avoir un impact sur les prix du produit final. Ça veut dire ici que le pricing power n'est pas si fort que ça. D'accord? Et maintenant, les coûts de production peuvent être très élevés, surtout les coûts liés à l'énergie. Les coûts liés à l'énergie et au transport. D'accord? Ça peut impacter ici les marges de ce business-ci. Surtout si on n'arrive pas à répercuter ces prix-là à nos consommateurs, à nos clients finaux. C'est pour ça, généralement, qu'on doit avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc, l'efficience est de rigueur. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est un business, il faut généralement aller regarder ici le retour ici sur les capitaux investis. C'est important. Je ne parle pas du ROE. Hein. Non, pas du tout. OK? Il faut aller regarder cela.
et comparer ça avec ce on peut avoir sur par rapport aux mêmes entreprises, à nos compétiteurs sur le marché, par rapport aux mêmes produits, hein, d'accord? Parce que si vous comparez EuroAPI à Lonza, c'est pas la même chose, parce que Lonza vend des molécules plus spécialisées où elle a peut-être également un pricing power dû à la complexité de ces molécules-là. OK? Donc, il faut faire attention. En tout cas, pour EuroAPI aujourd'hui, d'accord, en date d'aujourd'hui, si vous êtes investisseur d'EuroAPI, la première chose que vous allez faire, c'est écouter le conference call. Ensuite, vous allez réévaluer vos thèses d'investissement. Quelle était la raison pour laquelle vous avez investi sur EuroAPI dès le départ? Est-ce que ça tient encore la route en date d'aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, débarrassez-vous de la compagnie et passez à autre chose. D'accord? Si vous voulez investir sur EuroAPI en date d'aujourd'hui, même chose, vous lisez le DEU, très important. Vous écoutez le conference call, très important. Vous lisez les rapports financiers des compétiteurs, surtout celui de Siegfried, parce qu'on a à peu près le même style de produit ici. D'accord? Donc, c'est important. Et après ça, faites-vous votre propre avis. OK? Moi, je sais ici que, dépendant à Sanofi, également, business où le prix, on ne le contrôle finalement pas beaucoup, ça m'inquiète déjà. Donc, je vais demander une marge de sécurité très grosse pour cette compagnie-ci. Et encore, le fait qu'on n'ait pas un grand dossier historique ici, pour moi, c'est même une note éliminatoire. Je peux faire revenir dans 10 ans. Ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'il y a des entreprises ici qui ont un historique plus élevé. D'accord? Bref, sur EuroAPI, ici, en termes d'évaluation, vous allez utiliser la valeur d'entreprise chez EBITDA ici. Un ratio de 10. Mais maintenant, vu que les marges d'EBITDA en question ont été revues à la baisse, techniquement, il faut utiliser les marges actuelles. Donc, si on prend les marges actuelles ici, on va se dire que c'est à peu près, on va trouver quelque chose alentour ici des 7 euros par là. Parce que voilà. Si on a un revenu ici de 980 millions, d'accord, disons. 980 millions, c'est l'objectif hein, du management ici. Pour cette année-ci, 980 millions. OK? L'estimation des analyses va être certainement revue à la baisse, vu que les perspectives ici ont été réduites. OK? Si c'est le cas, à 10% de marge, disons, même pas 10%, 9%, parce que c'est la fourchette basse ici. D'accord? Je ne leur fais plus confiance. OK? 9% ici de marge EBITDA, à 10 fois les EBITDA en question, moins la dette nette. On a une dette nette de à peu près ici de combien? Dette nette, je pense qu'il 100 millions par là. On a combien? 164. Ok, on va mettre moins 164, moins 164, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 95 millions. Nous avons à peu près quelque chose en tout de 7,55 €. Vous voyez le changement, juste parce que les marges ont été revues à la baisse ici. On a 7,55 €. Maintenant, si je suis investi sur EuroAPI depuis les 12 euros, et que j'ai l'ambition de garder, d'accord, il faut absolument que j'aille voir si l'entreprise est capable de remonter les marges. Donc, qu'est-ce qui impacte le business en date d'aujourd'hui? Si on parle de coûts de production, etc., est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter les prix, au moins pour revenir à des marges moyennes? Qu'est-ce que le management va dire ici? Donc, j'ai un ensemble de questions à poser derrière. OK? C'est très important. Donc, vous voyez que quand bien même vous allez regarder une entreprise qui pourrait être intéressante quantitativement, il y a toujours des éléments qualitatifs à rajouter derrière. OK? C'est très important. La lecture, savoir lire un rapport financier, c'est important. Je ne parle pas des états financiers, je parle du rapport financier en lui-même. Qu'est-ce que je dois aller regarder quand je le prends, celui-là? Le fait qu'on me mentionne que qu'on soit numéro 1 mondial ici, ça ne veut strictement rien dire. Surtout si on ne sait pas utiliser ce titre-là, surtout si on ne sait pas le répercuter sur les marges. OK? So, pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, vous avez le lien ici en description de la vidéo ici sur les services Top Premium ici. Donc pas Top Premium, mais tous les services qu'on offre ici à Top Invest. Vous allez voir après, il y a une formation sur les rapports financiers ici, ainsi que comment analyser une banque. Et je pense même qu'il y a une promotion dessus quand vous allez sur le service ici des top notes d'analyse ici. Donc, le service top notes d'analyse ici, ça veut dire quoi? Moi, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences call des entreprises qui, moi, m'intéressent, d'accord, qui pourraient être quantitativement sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, je fais l'analyse sur la partie qualitative et je vous présente cette analyse simple. Je ne complique pas les choses. OK? Maintenant,
vous, si l'entreprise vous intéresse, vous lisez vos rapports financiers, vous essayez, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, je reviens également faire le suivi derrière. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise, par exemple, comme EuroAPI m'a intéressé, et ce n'est pas le cas, d'accord? Je reviendrai 6 mois plus tard pour essayer de voir à peu près si la thèse d'investissement tient toujours la route. OK? Si la thèse d'investissement ne tient plus également la route, à la poubelle. OK? Mais très souvent, on essaye toujours d'investir uniquement sur des entreprises qualitatives qui ont un pricing power et qui dominent leur marché et sur lesquelles on peut voir à peu près la répercussion de cette domination-là sur les marges. OK? Donc, ce service-là, c'est 2 notes d'analyse par mois. En supplément de ça, vous avez la watchlist ici des entreprises que j'ai l'habitude de suivre ici. La seule chose que vous n'aurez pas par rapport au service top premium, parce qu'on me pose sur la différence, mais c'est quoi la différence entre les deux? Vous n'avez pas les demandes d'analyse quantitative. Donc, vous n'allez pas me demander ici, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise? Non. On peut parler des entreprises qu'on a déjà mentionnées dans ce service en question, ou bien vous pouvez parler entre vous. OK? Donc, comme ça vous permet pour ceux qui débutent à peu près, d'avoir à peu près une idée des entreprises qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui à suivre, sur lesquelles il faudrait plutôt prêter attention. Et c'est plus axé sur le CTO ici parce que j'ai un intéressement à ces niveaux-là et très souvent, c'est similaire aux entreprises que moi également j'ai en portefeuille. OK? Pas toutes, d'accord? Parce qu'il y a certaines entreprises, si c'est trop compliqué, je préfère le laisser, je préfère ne pas vous les présenter. Par exemple, les banques, généralement ici, je ne les présente pas parce que je dis que bon, si vous arrivez à faire le travail nécessaire ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, même si on a une formation sur comment analyser une banque ici, mais je sais que parfois les gens sont souvent réticents à y investir, même si je pense qu'en date d'aujourd'hui, ces entreprises-là représentent énormément d'opportunités. Surtout que les banques, en fait, sont des machines à dividendes. Pas que ce sont des machines à dividendes parce que oui, il faut regarder le dividende. Non, c'est parce que, en fait, c'est la structure même, c'est comme ça qu'elles sont structurées, en fait. Ces banques-là, elles ont toujours en fait, les multiples sont généralement trop peu élevés, genre 10 fois les bénéfices par là. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ici? On rachète des actions, on distribue un dividende ici. OK, donc très souvent, c'est normal de trouver du 5% et plus ici. Parce que les multiples généralement de valorisation sont très peu élevés. Et qu'est-ce qu'on fait généralement quand les multiples de valorisation sont très peu élevés, surtout si l'entreprise est qualitative, on doit racheter les actions, on verse également un dividende. Donc le shareholder yield est généralement très élevé. Bref, je vous laisse aller voir ça en lien dans la description de la vidéo. Vous avez, je pense, un 50% ici sur le service Top Note d'analyse. D'accord? Donc, pour ceux également qui veulent avoir accès aux formations, comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, vous avez également un discount dessus sur ce service-là. OK? Donc, vous avez deux choix. D'accord? Sur OAPI, ici, on va se dire une chose. Écoutez le conference call. Lisez le DEU 2022 ici. OK? Donc, pour moi, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, par rapport à ce qui était annoncé, c'est sûr que je réduis quand même l'optimisme que j'avais par rapport à cette compagnie-ci. Et encore, je dirais que c'était même une bonne chose d'être assez prudent ici. Je vous avais mentionné que le fait qu'on n'ait pas un grand historique, il faut faire attention. Le fait ici qu'on ait un objectif de marge qu'on n'a peut-être jamais atteint par le passé, c'est également, il faut faire attention. Parce que je ne sais pas si le management en question a les capacités de le faire. Le fait également qu'un de nos concurrents, d'accord, à savoir Siegfried, d'accord, qui est coté en bourse depuis plusieurs années, d'accord, que ce business ne soit pas. L'une des raisons, le fait que les bénéfices nets ou les free cash flow de cette compagnie-là ne soient pas prévisibles, également, c'est très dérangeant. Ça veut dire que sur EuroAPI, est-ce qu'on va faire confiance au management quand ils nous mentionnent qu'on a un objectif de marge de 18% au niveau des EBITDA? Pas beaucoup, à mon avis, non. Et je pense que je l'avais mentionné dans une vidéo ici de EuroAPI, il y a 7 mois, celle-ci. OK? Donc, comment faire face à vos peurs concernant EuroAPI? Je pense que c'était ça le titre de la vidéo ici. Donc, il faut aller la revoir ici. Quand bien, regardez, ça c'est Siegfried, carrément. Donc, les prévisions sur 2 ans ici de Siegfried, surtout au niveau des operating cash flows, les operating cash flows sont généralement stables. Vous voyez que c'est pas beau à voir. OK? Très souvent, les analystes ont plus de 50% du temps ici, ils ont tort. Ils se trompent sur les prévisions de ces business-ci. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire ici que c'est un business imprévisible. Donc, je ne peux pas avoir confiance aux marges de 18% que le management me mentionne ici aujourd'hui. Est-ce que je suis étonné du fait qu'on réduit ces marges-là, etc., à l'espèce aussi? Non, parce que ça se voit que nous avons un concurrent qui n'arrive pas à le faire depuis très très longtemps. Ce n'est pas nous, EuroAPI, qui allons réussir à le faire. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut toujours se dire ici qu'il y a de grandes chances qu'on fasse la même chose qu'un de nos concurrents ici. OK? Si on fait mieux que ça, tant mieux. Mais au moins, si on s'attend à moins que ça, au moins, il y a de fortes chances qu'on ne surpaye pas pour ce business-ci. OK? Donc, la prudence est toujours de rigueur. Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls, c'est très important.
Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien de la description de la vidéo, vous avez le service Top Note d'analyse. Vous avez encore le discount ici de 50% sur ce service-là. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.